tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle quotidienne. Au sommaire de l'émission, nous parlerons mode océanienne, ce sera avec Duke dans C'est bien chez nous. Puis Anna nous expliquera comment se protéger des insectes de manière naturelle. On en parlera avec Anna donc dans sa rubrique On s'occupe de vous. Et nous suivrons des étudiants australiens au Crépac, ce sera avec Marie-Hélène dans Job et Éducation. Mais avant, rejoignons notre invité du jour. Je reçois aujourd'hui Madame Christiane Terrier, qui est donc historienne, alors vous êtes également passionnée en fait de l'histoire de toute l'Océanie et de ses populations, et puis vous faites également partie de l'association Heiva Rau i Taratoni. Exactement. Qui est donc une association qui fédère toute la communauté polynésienne en Calédonie. Voilà, qui a fédéré en effet, notamment autour d'un événement, je crois qui a marqué entre autres les Nouméens, qui était la célébration d'un grand Heiva. Donc en 2012, mais qui s'est accompagné de toute une rétrospective historique auquel j'ai participé. D'accord. Et donc vous avez également à cette occasion écrit donc ce livre Nouméa Papeete, 150 ans de liens et d'échanges, donc le même titre que l'expo. Voilà, alors je ne l'ai pas écrit seul en enfin, fait, pas toute seule, donc oui. disons que j'en ai coordonné la direction, et puis après il y a un certain nombre de personnes qui ont écrit sur divers sujets, mais l'objectif de ce livre c'était justement, voilà très bien, c'était donc de rappeler les principales étapes de ces liens historiques forts qui unissent nos deux archipels, qui quelque part sont deux archipels frères en fait. Exactement. Alors justement, on va faire un petit rappel historique, puisque je rappelle donc que vous êtes historienne. Pour resituer un petit peu le début en fait de ces liens forts entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a en fait des ancêtres communs, d'où c'est parti à peu près, puisqu'on ne peut pas situer exactement, mais bien sûr, parce que tous les scientifiques s'accordent actuellement à reconnaître que tous les peuples du Pacifique descendent en fait de populations qui ont commencé à émigrer, ou qui sont arrivées dans le Pacifique il y a à peu près 3000 ans. Elles sont arrivées sur les côtes de Nouvelle-Guinée, elles ont migré le long des Salomon, des Nouvelles-Hébrides, elles se sont installées en Nouvelle-Calédonie aux alentours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, ces populations, ce qu'on appelait austronésiennes, elles ont ensuite occupé ce qu'on appelle maintenant le triangle polynésien, c'est-à-dire l'ensemble des archipels qui sont compris entre Hawaï au nord, l'île de Pâques à l'est et Aotearoa, qui est l'ancien nom maori de la Nouvelle-Zélande. Mais à l'intérieur, il y a de nombreux archipels, dans Wallis et Futuna, dans les archipels de la Polynésie française. Dans cette historique, on va essayer de retracer ensemble, donc des liens entre la Polynésie et la Mélanésie. C'est notamment ce que certains historiens, alors peut-être un peu abusivement, appelaient les migrations de retour. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que, en tout cas, on en a la trace avérée au XVIIIe siècle, un peu avant l'arrivée des Européens, mais certainement auparavant. Il y a un certain nombre de groupes polynésiens qui, avec leurs grandes pirogues, ont quitté la Polynésie une fois que celle-ci a été entièrement peuplée, et qui ont commencé à venir peupler ce que les géographes appellent parfois la Mélanésie marginale. Alors pourquoi marginale? Parce que ça correspond souvent à des petites îles ou des petits atolls qui n'avaient pas été occupés par les populations mélanésiennes. Alors on a des exemples qui sont très connus chez nous. Par exemple, c'est le cas d'Uvea ou des Loyautés, de manière globale. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, des îles comme Ifira et Futuna aux Nouvelles-Hébrides, ou d'autres îles, par exemple au Salomon ou au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, ça sont des liens, somme toute, assez proches. Et c'est très bien conservé dans les traditions orales. Les gens savent, par exemple, les gens qui parlent le Fagaovea savent que leurs ancêtres étaient tongiens. Il y a eu même des cérémonies, en fait, qui ont rappelé, justement, récentes, qui ont rappelé ces liens. Et on pourrait un petit peu les multiplier. Donc, même avant l'arrivée des Européens, ces liens étaient importants. Et les Polynésiens qui connaissaient
admirablement la mer, qui connaissait bien finalement les règles de navigation, quand est-ce qu'il fallait naviguer, qui savait naviguer aux étoiles, donc savait quand est-ce finalement qu'il fallait fréquenter donc les eaux mélanésiennes, et il savait très bien aussi que par exemple la période dont nous parlons, il ne faut pas les fréquenter parce que c'est la période cyclonique. Et puis ensuite, donc pour faire le lien avec ce que nous disions tout à l'heure, c'est vrai que les liens entre donc, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Je vais me permettre d'ailleurs peut-être d'expliciter de manière plus précise comment dire, ce qu'est la Polynésie française et la confusion permanente qui existe en Nouvelle-Calédonie entre Polynésie française, enfin les Polynésiens et les Tahitiens. Parce que souvent, le public qui est moins averti de ces réalités ne comprend pas toujours clairement de qui on parle et de quoi on parle. Alors, la Polynésie française, en fait, c'est un ensemble d'archipels, d'une certaine façon, sur lequel la France a commencé à étendre sa souveraineté entre 1842, où elle a établi les Marquises comme colonies, 1843, où elle a établi un protectorat sur Tahiti. Et à partir de ça, ensuite, les Français se sont progressivement installés, donc, aux Marquises, on l'avait déjà dit, donc c'était fait, mais au Tuamotu, donc qui se situe à l'est, au sud, donc il y a les Australes et les Tubaï, et puis il y a aussi, bien sûr, les autres îles de la société. Alors, pourquoi je dis les autres îles de la société? Parce qu'au sein des îles de la société, il y a Tahiti, qui est l'île principale qui porte la capitale, mais il y a aussi Moorea, il y a aussi Raiatea, il y a aussi Bora Bora, etc. Donc, je suis partie un petit peu loin, mais ça me paraît important. Alors, en fait, en Nouvelle-Calédonie, on a pris vite l'habitude, finalement, pour désigner les gens qui viennent de ces 5 archipels, de dire les Tahitiens. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'un jour, ils sont partis de Tahiti, ils sont partis soit du port de Papeete, soit de l'aéroport de Faa, parce que bon, ils se situent à Tahiti. Et globalement, on dit les Tahitiens, mais en fait, dans les Tahitiens de Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de gens qui viennent des Marquises, qui viennent des Australes, qui viennent, éventuellement des Tuamotu, tous, ou qui viennent, je ne sais pas moi, par exemple, Bora Bora un peu moins parce qu'il y a le tourisme, mais qui viennent de d'autres îles de la société. Donc attention, justement, donc, dans Polynésie française, il y a ces 5 archipels, mais c'est vrai qu'ici, on dit Tahitien pour désigner l'ensemble de ces personnes. Alors donc on va revenir donc un peu plus proche dans le temps. Donc sous la colonisation, effectivement, donc on dépendait des mêmes puissances coloniales. Et c'est ensuite avec le bataillon du Pacifique que les Mélanésiens et les Polynésiens se sont côtoyés pendant la guerre, malheureusement. Pendant les 2 guerres. Pendant les guerres, c'est-à-dire que voilà, donc pendant les 2 guerres mondiales, la première et la seconde, il y a eu constitution d'un bataillon du Pacifique. Et lors de la constitution de ce bataillon du Pacifique, très souvent, les soldats qui venaient alors on ne disait pas la Polynésie française, l'ancienne appellation, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était les établissements français d'Océanie. Donc les gens qui venaient des établissements français d'Océanie sont souvent venus à Nouméa, rejoindre ce bataillon du Pacifique, qui ensuite a transité par l'Australie pour gagner les zones de combat. Et ça a été vrai pendant les 2 conflits. Donc, ça a permis justement que des liens se tissent, en fait, plus étroits, parce qu'évidemment, quand on combat côte à côte pendant de nombreuses années dans des conditions dramatiques, ce qui a été le cas pendant les 2 conflits, évidemment, ça crée des liens extrêmement forts. Tout à fait. D'accord. Et donc, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle-Calédonie connaît un développement économique important, notamment donc avec le boom du nickel. Et donc c'est à ce moment-là que l'on connaît une migration importante de Polynésiens en Nouvelle-Calédonie. Oui, donc après la Seconde Guerre mondiale, donc comme vous l'avez dit, vous savez, c'est un contexte qu'on appelle globalement les 30 Glorieuses, c'est-à-dire il y a vraiment une expansion économique pratiquement sur 30 ans, en gros jusqu'en 1972, premier grand choc pétrolier de 1972. Et donc la Nouvelle-Calédonie connaît vraiment un développement économique tout à fait spectaculaire. Et donc il y a de nombreux chantiers
qui sont des chantiers, par exemple, d'équipement qui apparaissent. Alors, notamment un chantier qui va être recruteur de main-d'œuvre de manière extrêmement importante, ça va être celui du barrage de Yaté, qui est fait à peu près vers le milieu des années 50, et on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc, soit on va faire venir, au moment d'ailleurs, il faut quand même le préciser, au moment où justement on a moins de main-d'œuvre, parce que vous savez qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on a fait venir des convois d'engagés asiatiques. Oui. Mais l'indépendance de ces pays rend, si vous voulez, ce type d'opération impossible. Donc, on a besoin de substituer finalement donc à cette main-d'œuvre asiatique de nouveaux immigrants. Et donc, dans ces immigrants, il va y avoir donc, en partie des convois organisés à partir de Wallis et Futuna, mais il y a aussi des travailleurs indépendants, parce que c'est un peu ça la spécificité des Polynésiens, notamment par rapport aux Wallisiens et Futuniens, c'est que beaucoup vont venir tenter l'aventure seuls, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, alors ils ont entendu parler de la Nouvelle-Calédonie par leur oncle, par exemple, qui a été combattant dans le bataillon du Pacifique. Et donc, un jour, ils prennent le bateau, puisqu'au début, les liens passent par les messageries maritimes qui desservaient, en fait, qui établissaient un lien régulier. Il y avait un bateau par mois, en fait, entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Donc, ils prennent le bateau, et puis après, plus tard, ils prendront l'avion, bien sûr, pour venir. Mais il n'y a jamais eu de convoi organisé de recrutement en Polynésie, à la différence d'autres communautés qui sont venues en Nouvelle-Calédonie. Et donc, ces Tahitiens qui arrivent, dont beaucoup d'ailleurs, il faut le rappeler, notamment parmi les premiers immigrants, sont des gens qui avaient l'habitude du travail salarié sur mine, puisque beaucoup vont venir de l'île de Makatea. Alors Makatea, c'est donc une île où on exploitait du phosphate. Et cette île cette mine de Makatea va être fermée parce que le phosphate s'épuise. Et les personnes qui travaillaient là avaient pris l'habitude du travail salarié, et donc ils vont être d'une certaine façon ravis de trouver une nouvelle opportunité à travers la Nouvelle-Calédonie. Et cette fois-ci, en Nouvelle-Calédonie, beaucoup vont s'employer dans les mines. On a besoin d'énormément de main-d'œuvre pour exploiter le nickel. Donc ils s'installent à Thio. Il y avait une grosse communauté tahitienne à Thio, à Kwawa. Ils s'installent à Poro. Poro, c'était un centre d'exploitation du nickel qui a fermé par la suite, après la crise qui a débuté en 1972. Il y en avait aussi de nombreux à Népouy. Et puis aussi dans plein de petites mines, parce qu'il ne faut jamais oublier, les mines que j'ai énoncées en premier, les centres miniers sont des centres miniers qui appartiennent à la société Le Nickel, mais il y a toujours eu en Nouvelle-Calédonie des espaces d'exploitation des petits mineurs qui employaient aussi, si vous voulez, cette main-d'œuvre polynésienne. Et puis, à partir du moment où ils vont être nombreux à Nouméa, ils vont avoir une influence je dirais culturelle, extrêmement importante en fait sur la ville à ce moment-là. Ils vont modeler d'une certaine façon, je dirais, une sorte de première océanisation au fond de la société. Alors de quelle façon? Alors par quels moyens, oui. On le voit à travers la musique, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup de ces travailleurs, en fait, entre autres aussi par goût et je dirais par tradition personnelle déjà, mais aussi par nécessité, animent les soirées, des cabarets, par exemple comme le Biarritz, le Tahiti Cabaret, etc. Et donc, ça va contribuer à répandre la musique tahitienne, qui va devenir, je dirais, les chanteurs, des gens comme Gabilou, par exemple, sont aussi appréciés à Tahiti qu'en Nouvelle-Calédonie. Et les tournées de Gabilou, c'est un triomphe assuré à chaque fois. Et Gabilou vient depuis toujours, tous les ans, effectuer une tournée en Nouvelle-Calédonie. Et il a toujours un public qui l'attend. Donc c'est vraiment la période où la musique tahitienne devient, je dirais, vraiment. D'ailleurs, on est avant le Kaneka, ça. Le Kaneka, ça va apparaître plus tard. Et c'est vraiment la première musique océanienne qui a connu un tel succès auprès de toute la société calédonienne. Mais il n'y a pas que ça. En fait, dans les... parmi ces Tahitiens, on oublie parfois que certains sont des Tahitiens chinois, c'est-à-dire qu'ils descendent en fait, si vous voulez, de cette communauté chinoise qui a été aussi très importante à Tahiti. Donc beaucoup vont ouvrir des petits magasins, vous savez, ces petits magasins qui sont ouverts quand tous les autres sont fermés, Tout à fait. à n'importe quelle heure. Et ils vendent quoi, entre autres?
la salade tahitienne. Donc la salade tahitienne va être aussi... Qui est devenu un plat incontournable voilà, aussi va dans les assiettes des Calédoniens. Exactement. Et puis, ces Tahitiens qui se produisent donc dans les bars, les dancing et tout ça, ils arborent la chemise tahitienne. La chemise à fleurs. La fameuse chemise à fleurs. Eh bien, là aussi, c'est quelque chose qui va être adopté de manière très, très générale. Et je dirais par toutes les ethnies. Toutes les ethnies vont se mettre, si vous voulez, à porter donc la chemise tahitienne, la fameuse chemise tahitienne. On va même, pour les femmes, adopter justement, si vous voulez, alors avec des tenues inspirées d'ailleurs, des fois de tenues de Tahiti, des robes aussi donc à fleurs. Alors ces femmes, ben voilà, soit elles se produisent dans des ballets, comme le ballet de Janine Marc par exemple, donc, et se répand rapidement la tradition aussi qui persiste encore de nos jours, qu'il n'y a pas un événement festif d'une certaine importance où il n'y a pas une troupe de danse, comment dire, tahitienne. Donc ces femmes participent, si vous voulez, à ces ballets, mais d'autres, peut-être moins doués pour la danse aussi, donc vont répandre l'artisanat. L'artisanat tahitien avec les colliers. Certaines vont ouvrir les premiers curios, en fait, c'est-à-dire cette vente d'objets océaniens destinés donc aux gens de passage. Donc on va avoir comme ça une imprégnation extrêmement forte, en fait, donc de l'ensemble de la société calédonienne, et surtout de l'ensemble de la société calédonienne dans ces signes de reconnaissance, disons, d'affirmation au fond d'une certaine identité océanienne. Et ça va vraiment transiter par cette communauté tahitienne ou polynésienne. Tout à fait, donc la communauté qui va augmenter au fur et à mesure. Donc on recensait en 1969 par exemple 3370 polynésiens, que je fasse pas l'amalgame. En 76 par la suite ils sont plus de 6000, alors 6391 pour être précise. Et puis donc ensuite viennent les événements. Alors au moment des événements, là beaucoup sont rentrés en fait en Polynésie. Oui, alors les événements donc comme d'ailleurs, souvent d'ailleurs, parce que la période du boom a été une période d'immigration forte, et elle a été suivie aussi donc de départ, et souvent d'ailleurs de gens qui étaient souvent les plus récemment arrivés. Parce que ils étaient extrêmement inquiets de l'avenir. Mais il n'y a pas que ça, il ne faut pas oublier non plus que justement, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup de Polynésiens étaient installés, notamment dans ces centres de brousse, qui ont été, je dirais, les points les plus forts finalement, des événements. Je pense à Tio notamment. Et donc, certains ont été quand même impressionnés, inquiets, et ils ont donc fait le choix de retourner en Polynésie. Il semblerait, si on se fie au dire de certains hommes politiques polynésiens de l'époque, pratiquement la moitié, donc ça veut dire peut-être presque à peu près 3000 individus, mais bon, on n'a pas quand même de chiffres précis là-dessus, retournent à ce moment-là donc en Polynésie, mais parfois de façon temporaire, ils reviendront plus tard. D'accord. Et donc, là, c'était pas facile pour eux qui rentrent en Polynésie, parce que pas forcément autant de travail qu'ici, ils ne trouvent pas forcément de travail, puis il faut aussi se réhabituer au mode de vie polynésien, qui n'était pas exactement le même à l'époque qu'ici. Voilà, donc des choses qui font qu'ils vont effectivement peut-être revenir par la suite en Nouvelle-Calédonie. Voilà, alors eux-mêmes ou leurs enfants, il y a toujours, comment dire, encore maintenant, ça c'est toujours maintenu, il y a toujours un courant d'échange, de circulation extrêmement important en fait entre les deux archipels, parce que il y a des liens de famille, et donc courant qui s'est souvent manifesté évidemment plutôt de Polynésiens qui viennent vers la Nouvelle-Calédonie, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un courant moine, mais qui n'est pas inexistant non plus, de Calédoniens qui vont aussi s'installer en Polynésie. Alors soit ça peut être des hommes d'affaires qui vont investir en Polynésie, ça peut être aussi par l'intermédiaire de mariage. Il y a eu des footballeurs aussi. Du sport, voilà. Notamment, il y a une période où il y a des footballeurs, je crois qu'encore récemment, d'ailleurs, je ne suis pas toujours à l'actualité sportive comme je devrais, mais bon, il y a eu donc des footballeurs, il y a toujours eu des footballeurs qui sont allés, qui ont intégré des équipes de football donc à Tahiti. Voilà, donc les exemples sont innombrables. Et quand on discute avec des familles à Tahiti, quand on dit qu'on est Nouvelle-Calédonie,
très vite, donc quelqu'un vous dit « Ah, mais moi j'ai un tonton, une cousine, etc. Qui vit en Nouvelle-Calédonie, qui a vécu ou qui a l'intention d'aller s'y installer. » Effectivement, c'est vrai que c'est une communauté qui est bien fondue au sein de la communauté calédonienne, de tout le monde, mais maintenant c'est aussi des Calédoniens d'origine tahitienne, donc forcément, avec toutes les années, ils sont bien intégrés, bien, il y a font métissage, bien partie. voilà. Et puis j'allais en venir au métissage. Il y a beaucoup aussi de métissages qui ont participé à cette intégration. Tout à fait. Et on le voit aussi maintenant dans la jeunesse surtout, une envie aussi de revenir à cette identité, revenir aux sources, avec notamment à travers la danse, parce que c'est vrai que maintenant il y a beaucoup aussi de clubs de danse tahitienne, à travers la musique, donc il y a des groupes aussi de musique traditionnelle tahitienne, avec les tambours tahitiens justement qui accompagnent les danseuses, les danseurs. Oui, c'est vraiment à la fois une communauté très moderne, mais qui aussi a envie de revenir aux sources, et puis de revenir à son patrimoine, à la tradition aussi, et qui veut le conserver, et puis l'arbrer fièrement, mais normalement, quoi. Oui, il y avait déjà eu je dirais peut-être un petit peu des mini-EVA, c'est-à-dire des tentatives qui avaient été faites. Et c'est vrai que donc en 2012, soutenu par la mairie de Nouméa, il y a eu vraiment donc cette fois-ci une grosse cohésion finalement, une grosse manifestation qui a tenté de restituer, disons, tous les aspects principaux d'un EVA à Tahiti. Et ce qui était intéressant justement, c'est de voir à quel point cette culture polynésienne était vivante finalement parmi tous ces descendants finalement donc de la communauté, cette communauté présente en Nouvelle-Calédonie. Tous ces jeunes qui ont dansé, qui ont chanté, c'était et qui continuent de faire vivre justement cette culture, même s'ils sont loin de la Polynésie, enfin loin. Tout est relatif, mais qui continue de vivre ici au pays. Puis je dirais aussi que cette communauté polynésienne, à travers ça, c'est un facteur de lien entre souvent l'ensemble des communautés de la Nouvelle-Calédonie. Toute la Nouvelle-Calédonie communie quand même autour de cette musique tahitienne. Elle est même reprise par certains groupes de Kaneka qui s'inspirent fortement de la musique polynésienne. Donc finalement, elle participe d'un ciment finalement de cohésion pour l'ensemble de la société calédonienne. Exactement. Mais merci beaucoup Madame Terrier d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Quant à nous, on passe à l'agenda du jour avec Davina. Salut Davina. Salut Chloé et salut à tous. Alors, semaine Pacifique oblige, aujourd'hui nous allons en Australie. Donc on va s'intéresser au festival des ballons. Voilà, ce festival a lieu donc tous les ans depuis 2008 sur les pelouses en face de l'ancien Parlement. Donc de là partent des montgolfières avec des formes aussi originales les unes que les autres, dirigées par des passionnés venus du monde entier donc pour l'événement. Donc pour pouvoir profiter d'une balade en montgolfière, il faut au minimum être âgé de 12 ans. Et puis à partir de là, on peut partir en voyage pendant 45 minutes, voire 1 heure. Après le vol, tous les passagers sont invités à venir récupérer une sorte d'attestation qui disent qu'ils ont fait le tour de Canberra en montgolfière. Et on les invite aussi à venir prendre le petit déjeuner. Parce que tout simplement, ils se lèvent tôt, donc il faut être là-bas vers 6h30, 7h. Déjà, c'est pas pour nous. 6h30, 7h, il faut qu'ils soient là-bas, qu'ils soient prêts, qu'ils aident donc les professionnels à gonfler le ballon, etc. D'accord. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément envie de faire le tour en ballon, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont proposées ce jour-là, pendant ce festival? Pour ceux qui ne souhaitent pas donc prendre les airs, ils peuvent rester à terre et puis suivre au travers de la ville les déplacements de ces ballons. D'accord. Donc c'est assez joli à voir. Il y a plein de couleurs, de formes différentes dans le ciel de Canberra. Et puis, sur les 2 places adjacentes à celles où sont lancés les ballons, il y a différentes manifestations qui sont mises en place. Notamment, il y a des concerts nocturnes, il y a plein de choses à découvrir aussi. Et puis, l'occasion de voir Canberra, pourquoi pas. Alors, ça se passe quand exactement? Alors, juste pour terminer, oui, tu as bien fait de me rappeler. Donc, les dates pour ceux qui souhaitent participer cette année, ça ira du 7 au 15 mars. Voilà.
D'accord. Et on poursuit donc avec l'agenda du pays chez nous. Et oui, donc la partie classique de l'agenda nous emmène aujourd'hui à Koné, donc pour une information pratique qui concerne les parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants à la cantine des écoles primaires. Eh bien écoutez, vous avez de la chance, hein, la mairie vous laisse un petit délai, donc cette semaine vous avez encore l'occasion d'aller inscrire vos enfants au service donc d'appui à la population. Ils sont ouverts de 7h30 à 11h30 et de midi à 16h30, voilà. Pour tout renseignement, il y a aussi un numéro de téléphone pour vous, donc le 47 30 89. D'accord, j'espère que les parents ont bien noté ces informations. Et donc ensuite, on part à Poindimier, on va parler de la médiathèque du Nord. Oui, c'est ça, donc la médiathèque qui, je vous le rappelle, jusque ce vendredi 6 février, sera ouverte en heure d'été. Donc ça signifie qu'elle ouvrira uniquement donc aujourd'hui, demain, jeudi et vendredi de 9h à midi. Et que pendant ce temps, pour pallier un peu à ces heures d'été, on va dire, il y a plus de choses qui seront possibles donc, à nos amis téléspectateurs d'emprunter. Donc notamment 8 livres, 6 CD, 6 DVD, 6 revues. Ah ouais. Et pour le retour aussi de ces documents, il y a toujours à votre disposition donc, la boîte sur le portail de la médiathèque. D'accord, très bien. Et on parle donc d'une autre médiathèque pour la suite, mais cette fois-ci du côté de Nouméa. Oui, voilà, donc la médiathèque du centre Jean-Marie Tjibaou qui réouvre, elle s'éporte aujourd'hui. Donc ça va permettre aux gens qui le souhaitent d'aller emprunter ou justement consulter différents livres qui sont disponibles là-bas. Il y a beaucoup de collections d'ailleurs à votre disposition, notamment celles qui sont basées sur la culture océanienne et notamment la culture kanak. Il y a aussi un espace qui est réservé aux plus jeunes, donc n'hésitez pas. Il y a un numéro de téléphone aussi pour ceux qui le souhaitent, donc le 41 45 45. Et puis toujours à Nouméa, puisqu'on y est, on va parler du vide-grenier organisé donc, par les volontaires et les associations de la Vallée des Collants qui organisent donc ce samedi 7 février de 7h à midi rue Garcon, entre les rues Charleroi et Tarania, une vente, un vide-grenier, tout simplement, afin de récolter des fonds pour l'amicale des personnes âgées de la Vallée des Collants. Un numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent donc s'inscrire ou tout simplement avoir des renseignements, le 86 92 79. D'accord, et on continue avec une information qui concerne l'ensemble des jeunes du territoire. Oui, et surtout ceux qui sont nés entre 1994 et 1997. Donc vous êtes dans la tranche d'âge de ceux qui doivent se faire recenser et participer aux journées citoyennes. Je vous rappelle que c'est important dans le sens où il faut que vous récupériez à la fin de ces journées, à la fin du recensement, les attestations qui vont permettre ensuite de s'inscrire pour le permis, de s'inscrire pour le bac, de participer à différents concours aussi administratifs notamment. Donc plus tôt vous le faites et mieux c'est pour vous. Donc n'oubliez pas, rapprochez-vous de la mairie de la commune où vous habitez tout simplement. D'accord. Et pour terminer, on va à l'île des Pins. Oui, c'est ça. Donc je voulais dire tout simplement que l'île des Pins est placée en alerte orange pour les feux de forêt. Donc du coup, il est interdit, bien sûr, d'utiliser le feu domestique, tout simplement. Et si vous êtes témoin d'un départ de feu ou autre, il faut absolument prévenir soit la mairie, donc au numéro qui suit, donc le 95 08 13, ou alors tout simplement la gendarmerie au 17. Voilà. Très bien, mais merci beaucoup Davina pour toutes ces infos. On te retrouve dès demain. Oui, c'est ça. Merci Chloé. À demain tout le monde. Quant à nous, on rejoint Duke pour C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, aujourd'hui on parle de mode océanienne. Bonjour Chloé, bonjour à vous à la maison. Alors Chloé, on avait déjà parlé dans nos rubriques précédentes de la fameuse robe mission. On disait que c'était une robe que les fameux missionnaires de la Société des missionnaires de Londres avaient apportée dans leur bagage, non pas pour qu'ils les portent eux-mêmes, mais plutôt pour qu'ils habillent à l'époque les femmes océaniennes, nos mamans, nos grand-mères d'Océanie à l'époque. Qui étaient nues, quoi. Oui, c'est ça, cacher leur nudité. On avait aussi cité la robe popinée, ici chez nous. Donc il y a la Mamaruau à Tahiti, la robe de grand-mère, ou encore la Mary Blues en Papouasie. C'est vrai, Chloé. Alors Chloé, même les mamans d'origine wallisienne et futunienne, elles aussi su adapter cette fameuse robe mission, pardon. Ouais. Et aujourd'hui, elle en est sortie des robes qu'elles appellent, je crois, les savalalo. C'est certaines robes qu'elles portent à des cérémonies particulières, à des grandes occasions, si on peut dire ça comme ça. Et puis de toute façon, on aura l'occasion
de voir à quoi elle ressemble dans le reportage qui va suivre. D'accord. Mais ce que je voulais te dire, Chloé, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la mode, on se rend compte que la grande tendance, c'est la mode ethnique. Oui, oui. La mode ethnique. Et pour résumer, la mode ethnique, c'est retrouver un petit peu des motifs, des symboles qui caractérisent un peuple. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir en Europe une femme de n'importe quelle origine, n'importe quelle ethnie, porter une tunique chinoise ou les sarouels, des sarouels, et puis quoi d'autre, tous ces vêtements qui sont inspirés en fait des tenues traditionnelles. Quoi. Voilà, c'est ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il est important pour les nouvelles générations, là, les générations de ces peuples qui inspirent un petit peu toutes ces créations, cette mode ethnique. Il est important que les nouvelles générations elles soient conscientes de leur richesse et puis de l'impact qu'ils peuvent avoir au niveau de la mode. Dernièrement, on disait aussi que les vêtements, là, les tissus aujourd'hui étaient pour ces peuples-là des nouveaux supports pour une expression artistique. Oui. C'est ce qu'on disait. Et puis d'ailleurs, notre culture d'Océanie, on a l'habitude d'entendre parler des pays d'Océanie. Oui, on avait même cité la popinée chez nous. Il y a encore la mama ruau à Tahiti, la robe de grand-mère, ou encore la Mary Blues en Papouasie. Et tu sais, Chloé, même les mamans d'origine wallisienne et futunienne, elles aussi, elles ont su adapter un petit peu, travailler cette robe mission. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, elles réalisent elles portent des robes qu'elles appellent les savalalo. C'est des robes qu'elles portent à certaines cérémonies, certaines cérémonies. Et puis voilà. D'accord. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande tendance, c'est quand même la mode ethnique. Alors la mode ethnique, c'est une mode qui s'inspire donc des tenues traditionnelles de certains pays, de certains peuples. On voit par exemple dans le sarouel, par exemple, ou des types d'imprimés qui sont typiques en fait d'un peuple. C'est vrai. Du coup, voilà ce qui est important de souligner par rapport à ta remarque là, sur la mode ethnique, c'est le fait que les nouvelles générations de ces peuples-là, ils doivent aujourd'hui être conscientes du fait que, voilà, au niveau de la mode, elles peuvent avoir un certain impact. Quoi, elles ont déjà un certain impact sans le vouloir, mais elles peuvent être acteurs un peu plus de cet impact-là. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que dans notre culture d'Océanienne, notre culture des cailloux du bout du monde, comme on dit, le danger pour nous, les petits peuples, c'est de voir un petit peu cette culture-là à travers ses motifs, à travers ses couleurs qui sont reproduites par les professionnels de l'habillement. C'est de voir cette culture un petit peu nous échapper, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les sociétés qui exploitent un petit peu ces symboles-là, ces personnes-là sont complètement insensibles et étrangères au sens même au sens même de l'artistique de nos vieux, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'ici au pays, par exemple, on retrouve sur des tissus, sur des vêtements, des motifs comme des totems mélanésiens ou polynésiens qui sont en fait reproduits à la chaîne dans des pays asiatiques, par exemple. C'est vrai, Chloé, et ce qu'on peut dire, c'est que dans ce business-là, il n'y a pas de respect, pas de respect des valeurs des petits peuples comme le nôtre. D'ailleurs, il n'y a pas que nous, en tant que petits peuples, qui sommes touchés. Là, dernièrement, avec ce qui s'est passé en métropole, là, les attentats, là, on a entendu dans les nouvelles que certaines personnes voulaient breveter et lancer la marque de t-shirt « Je suis Charlie ». Du coup, voilà, ils ont été arrêtés par les autorités. Mais voilà, nous ici, à notre échelle, ici au pays, personne ne dit rien quand on reproduit des tricots à la chaîne à l'effigie du grand chef Ataï, par exemple. Voilà des choses qu'on peut souligner. Mais pour revenir sur la mode ethnique, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, on connaît bien la mode ethnique inspirée de la culture ou des traditions africaines ou des traditions indiennes. Par exemple, chez les Indiens, aujourd'hui, tout le monde met des sandales, tu sais, genre les sandales des Mayas à l'époque. Et puis même là, la mode inspirée
de la culture asiatique aussi. Aussi, oui. Tout le monde dans les grands pays maintenant, en Occident, en Europe, ils portent des tuniques chinoises ou même Oui. les claquettes, les fameuses tongs là, qui sont aujourd'hui travaillées un petit peu à la sauce européenne. Voilà, aujourd'hui, tout le monde porte Oui. un peu ces vrai. vêtements-là. Mais par contre, au niveau océanien, au niveau de la Rien. mode océanienne, on n'a rien de ce côté-là. Mais nos mamans et nos frangines de l'Océanie, ou du pays déjà, elles ont déjà franchi le pas depuis quelques années et puis elles réalisent des vêtements, des tenues qui sont aujourd'hui désignées comme étant des tenues traditionnelles. Et puis voilà, elles se plaisent, elles se donnent à cœur pour mettre en valeur un petit peu ces tenues-là. Et puis voilà, aujourd'hui, certaines d'entre elles sont organisées en association ou d'autres simplement en groupe de femmes de tribus ou de quartiers ou de villages. Et puis à côté de ça, il y en a même qui réussissent à ouvrir leur petite boutique de mode océanienne. Chloé d'ailleurs, on a eu de la chance de rencontrer une maman qui œuvre un petit peu dans ce domaine-là. Elle s'appelle Nathalie et puis elle travaille du côté on l'a rencontrée sur Nouméa. Alors Nathalie, elle est passionnée de couture et puis à travers sa passion, elle essaye de préserver son héritage culturel et puis de développer surtout cet héritage culturel. Alors je te propose Chloé qu'on regarde avec nos chers téléspectateurs ce petit reportage. On essaie de reproduire tous nos motifs de nos ancêtres dans les motifs tapa qui sont produits jusqu'à maintenant sur du tapa, sur de la fibre végétale. Et donc nous essayons de travailler sur des tissus de façon à ce que ce soit plus facile pour le porter en robe de tous les jours. Mes enfants et ma cousine font la peinture, peignent les motifs. On essaye de mélanger les cultures aussi dans la peinture, dans le sens où on essaie d'intégrer la flèche flétière, les motifs tangiens, fidjiens. On essaie de se faire ce mélange avec les motifs wallisiens et futuniens. Pour le procédé, donc, on découpe déjà le modèle, ensuite on le passe à la peinture. Donc tout est fait à main levée. Les motifs sont faits à main levée avec de la peinture pour tissu exprès. Et on fait beaucoup de mélanges aussi de couleurs. Ensuite, le seul problème qu'on rencontre au niveau des motifs, au niveau de la peinture, c'est le temps, parce qu'il nous faut beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil pour que ça sèche bien, pour que la peinture ne déteigne pas. On part sur une base pour des traits droits, mais après tout le reste est fait à main levée. Donc on a une personne qui fait les motifs, il y a une autre personne qui va colorier, pendant que l'autre personne fait les motifs, elle repasse ça sur autre chose, parce qu'on a énormément de commandes sur des motifs tapa. Pour les robes de tous les jours, il nous faut bien 2-3 heures pour que ça soit fini. Après la peinture, on fait le montage, on monte la robe soit wallisienne, soit tahitienne ou soit mélanésienne, la robe mission. Puisque au départ, toutes les robes de l'Océanie, ça part de la même base, puisque c'est la robe de mission. Donc là, vous avez un ensemble wallisien typique, avec les petits triangles qui sont travaillés dessus. Là, vous avez la robe qui est de coutume chez nous, qu'on appelle le savalalo, mais qu'on a travaillé de la façon, le bas façon tahitienne, avec toute la dentelle. Ensuite, on a une autre robe là qui est travaillée de la façon du savalalo chez nous. Seulement, on a inclus les flèches flétières à l'intérieur, avec le motif tapa, tout un mariage quoi, de culture. Le savalalo, c'est la robe traditionnelle chez les wallisiens et futuniens que l'on porte pour les grandes occasions. J'aime beaucoup mélanger les cultures parce qu'il y a tellement une richesse dedans à découvrir. Et c'est vrai que le fait de mélanger les cultures dans une seule robe, ça apporte beaucoup de choses et de très très belles choses. On a tendance à perdre notre culture dans le sens où on ne l'exploite pas suffisamment assez. Ce que moi j'ai voulu apporter, c'est de remettre
apporter ma contribution plutôt à remettre la culture en valeur, ce qui fait que je l'exploite, je l'exprime à travers les tissus, à travers ma façon de coudre. C'est le dessin, et pour ressortir un peu nos cultures de chez nous, de Wallis, j'ai eu l'idée de mettre un peu en valeur les motifs tapa. Pour moi c'est important parce que c'est une fierté en quelque sorte de savoir refaire ce que les vieux ils faisaient avant. Puis comme ma passion c'est vraiment le dessin, ça fait que je prends plaisir à faire évoluer les coutumes de chez nous. À l'aide du marqueur, je dessine directement à main levée et sur les chaussures et casquettes. Au début, j'ai commencé avec les motifs wallisiens, après j'ai commencé à m'intéresser aux motifs samoa, tangiens. Là, je reviens un peu vers les motifs fidjiens et il me reste le motif tahitien à développer, mais ça va venir. Il n'y a pas tellement de difficultés, c'est juste que ça prend énormément de temps à faire une paire de chaussures. Il faut compter 3 heures, c'est énorme. Et pour les motifs, après, c'est difficile. Ça fait 4 ans que je fais les motifs, puis ça revient un peu à chaque fois les motifs. Il faut toujours évoluer, créer des nouveaux motifs. Et des fois, c'est assez dur à chercher d'autres motifs. Je suis en train de préparer des pinces à fleurs pour une commande. C'est devenu une passion pour moi de créer. J'aime la créativité et justement j'utilise tout ce qui est à base de notre culture, comme le tapa, comme le raffia. À l'origine, on utilisait le bouraou, qui était une matière traditionnelle. Et donc, comme c'est un produit qui est rare, on utilise le raffia, qui est plus facile à utiliser, que beaucoup de personnes utilisent. Et à l'origine, il est de cette couleur marron clair. Et après, on peut le teindre en différentes couleurs. On a du noir, du rouge, du jaune, tout qui est adapté pour pouvoir confectionner des bijoux traditionnels. J'ai vu ma maman faire les fleurs, que j'ai reproduit après en même temps avec elle. Et du coup, après, au début, je faisais avec des fleurs en plastique. Et ensuite, avec les fleurs à maman, le tapa, un peu de raffia, un peu de plumes, un peu de feuilles vertes. Un peu quand j'ai commencé à confectionner avec les fleurs de maman, qui donnaient plus de réalité, qui étaient beaucoup plus jolies que les fleurs en plastique. J'utilise bien le tapa, je le découpe. Je prends des restes de tapa qu'on utilise pour faire les robes. Et en prenant les tapas, je le confectionne pour créer une pince à fleurs, comme celle que j'ai dans les cheveux. Il m'arrive de créer des pinces pour des événements particuliers, comme pour les mariages, pour les danses. Donc voilà. À la base, c'est pas mon métier. À la base, je suis infirmière. Et du coup, sur mon temps libre, j'aime venir aider maman pour créer de nouvelles choses, pour faire avancer notre culture et apporter des nouveautés. Très belle pièce, puisque ça reste très artisanal. Et puis ce qui est remarquable, c'est que Nathalie travaille en famille. C'est vrai, Chloé. Alors, avec sa cousine
et ses enfants surtout. On voit que la relève est tout simplement assurée. Tout à l'heure, on parlait de développement un petit peu de notre culture par rapport à ces vêtements-là qui sont devenus un petit peu notre patrimoine. Et puis on voit qu'à travers les produits que Daniel et sa sœur Mélodie réalisent, on voit que la culture océanienne est une culture qui se développe et qui reste vivante. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'il est important de suivre un petit peu le parcours, un petit peu, ou plutôt pas l'exemple, mais la démarche de personnes comme Nathalie et sa famille, surtout pour nous les petits peuples océaniens, parce qu'un jour, c'est une richesse, c'est une richesse, et puis un jour, si nous, les peuples qui sont un petit peu détenteurs de cet héritage-là culturel et tout, et ben, si on n'y fait pas assez attention, comme on le disait tout à l'heure, c'est des personnes venues d'ailleurs, et puis des grosses boîtes qui risquent de s'accaparer un petit peu notre culture. C'est ça, d'où l'importance de réaliser des petits reportages comme on fait au sein d'NCTV. Merci beaucoup, Duke. Merci à toi, merci encore à vous à la maison. Et nous, on rejoint Anna, on s'occupe de vous. Bonjour Anna, alors aujourd'hui nous parlons de répulsifs naturels, donc ce sont deux mots qui s'accordent peu, mais tu vas nous en dire plus. Bonjour Chloé, bonjour à tous. En effet, quand on entend répulsif, on a tendance à penser à tout ce qui est produit toxique ou chimique, mais il existe pourtant des répulsifs naturels, donc qui sont faits à base de plantes. D'accord. Donc ce sont des plantes qui ont la vertu donc, de repousser les insectes, et notamment les moustiques, parce qu'ici... on en a des moustiques. Effectivement, avec la dengue, le chikungunya. Et des fois, même dans le jardin, on héberge, on fait un élevage, comme on dit ici, de moustiques sans même le savoir. Les gîtes larvaires. Alors, il existe donc des répulsifs chimiques et des répulsifs naturels. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces deux répulsifs ? Alors, pour ce qui est des répulsifs, donc, ils sont faits avec donc une substance qui repousse certains animaux ou insectes, donc, qui viennent donc, attaquer ou endommager donc, les plants, les plantes, etc., ou même nous piquer tout simplement. On en trouve donc dans les commerces. Et puis il y a aussi des produits donc, qui sont des répulsifs d'animaux. Donc ceux-là, on les utilise plutôt sur le mobilier, comme sur les canapés, ou etc. C'est pour que nos chers petits animaux, nos chats, nos petits toutous ne viennent pas laisser leurs poils partout. Donc ça les repousse un peu. Et puis, il y a tout ce qui est répulsif, donc on se badigeonne avec la peau, tout simplement, pour éviter que les moustiques ou les guêpes ne viennent nous piquer, tout simplement. Et puis, donc, ces produits, enfin, certains de ces produits contiennent ce qu'on appelle alors du DEET, c'est un produit chimique, donc qui peut quand même représenter un certain danger pour l'homme quand on l'utilise, évidemment, trop fréquemment. Et ça peut entraîner, des allergies. C'est pourquoi c'est pour cela, donc sur l'emballage, il est bien indiqué qu'il faut éviter d'utiliser dans certains cas, surtout pour les nourrissons et les femmes enceintes. Bon, pour cela, il suffit tout simplement de lire ce qui est écrit sur l'emballage. Et puis, en ce qui concerne cette fois les plantes, dans les répulsifs naturels, l'utilisation des plantes, enfin la composition des plantes, ça varie suivant les pays et les régions. On n'utilise pas la même plante ici ou en France, par exemple. D'accord. Bah alors justement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de répulsifs naturels qu'on peut utiliser ici ou ailleurs ? Alors ici, on va commencer par ici, chez nous. Alors dans certaines parties du pays, dans les tribus surtout, je ne sais pas si tu vois ce qu'on appelle le pinus, c'est assez courant ici le pinus. Oui. Donc on prend les branches vertes qu'on brûle tout simplement. Enfin, c'est la fumée qui est censée repousser les moustiques principalement. On utilise aussi le fruit du pinus. Donc on le met dans des récipients, des vieilles boîtes de conserve par exemple. Donc avec un peu de charbon, ça fait de la fumée. On fait le tour des habitations et c'est censé repousser aussi les moustiques. Et puis ça c'est en grande terre, je vois ce qui se fait un peu en grande terre. À marée aussi, eux par contre ils vont planter donc, de la citronnelle. Donc ils vont faire des haies de citronnelle autour des cases. C'est censé aussi éloigner les moustiques. Et à Canala, là, on revient encore sur la Grande Terre. À Canala, ils font brûler la chair de coco.
Ah bon. Comme même principe que pour les fruits de pinus, dans des vieilles boîtes de conserve ou des récipients, qu'on brûle l'achat de coco, la fumée est censée, là aussi, éloigner les moustiques. Bon, à tester, hein. Ben oui. On va bien voir ce qui marche. Alors là, maintenant, pour ce qui concerne les autres pays. Alors en France, par exemple, pour les moustiques, on va planter du basilic sur son balcon, on va mettre en jardinière, par exemple, ou dans son jardin, donc du basilic. Et géranium aussi. Il y a aussi la lavande. Voilà, ces plantes qui sont censées aussi éloigner, repousser les moustiques en particulier. Les moustiques surtout. Et il y a aussi, par exemple, pour les chenilles. Alors là, pour éloigner les chenilles, on va planter du fenouil ou de la menthe ou même de la sauge près des choux. Ça va empêcher les petites bestioles là, de venir manger tout ce qu'on a planté, quoi, en particulier les choux. Et il y a aussi les fourmis qui sont un vrai problème, un vrai petit fléau, quoi, on va dire, entre guillemets. Donc pour éloigner les fourmis, toujours en France, donc on va cette fois-ci utiliser le citron. Alors là, on va couper en tranches les citrons qu'on va laisser moisir quand même quelques jours. Ensuite, on les laisse dans la cour, tout simplement. D'accord, mais c'est bon à savoir. Donc, Ça. censé aussi repousser cette fois les fourmis. Donc, à tester aussi. Bon, nous, on va revenir sur le territoire, Chloé, si tu veux bien. Alors là, on va suivre Duke, donc, qui a rencontré une dame, une Wallisienne d'origine, donc artiste. Elle a aussi la passion des plantes, des fleurs. Donc, elle a voulu faire son répulsif, tout simplement. Fait maison à base de plantes. Je te propose de regarder le reportage. On suit Duke Menango. Ça fait 20 ans que je travaille avec les plantes et les pigments naturels. C'est à partir de là que je suis allée chercher dans mes souvenirs. Il y avait une légende, c'est un vieux Tahitien qui avait chez lui à 5 heures du soir des nonos. Et quand ça piquait, ça faisait plein de bobos, c'était horrible et il ne pouvait pas aller sur la plage. Et moi, je me suis rappelé que j'avais 10 ans quand ce monsieur racontait que grâce à une plante, ils ont pu éradiquer ce nono. Donc à partir de là, je me dis, je vais fabriquer donc un anti-moustique que je vais pulvériser partout, mais qui est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, il suffit d'aller cueillir les plantes qu'il y a dans le jardin. Il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas attaquées par les insectes. Donc j'ai dit, je vais récolter les plantes dans le jardin en prenant donc 4 plantes de base, celle-ci, le datura sauvage qui pousse à la naturelle, le niaouli et le faux poivrier. Et là-dessus, j'ai rajouté les feuilles de corosol pour éviter les démangeaisons, la feuille du papayer, et j'ai rajouté des plantes parfumées qui continuent à attirer les abeilles et qui est aussi un répulsif pour les insectes comme les guêpes, les guêpes maçonnes et les mouches. Je fais en fonction de la contenance de ma bouilloire. Donc je mets ça. Ici, je vais mettre, tiens, j'ai envie de lui donner un parfum de mandarine, je mets les feuilles de mandarinier. C'est une plante qui pousse, elle est envahissante. Je ne l'ai pas plantée, hein. C'est arrivé comme ça avec la terre. Hein. Voilà. C'est la base. Et là, on va récupérer le niaouli et le faux poivrier là. Puis là, ça tombe bien parce qu'il y a des bouquets de baies roses dessus. Bon, on va dire c'est le poivre du pauvre. Hein? Puis maintenant, c'est devenu, tu vois ces petites graines là, ces fameuses graines qui sont bon. Et bien c'est ça les fameuses baies roses. Qui coûtent très cher dans le commerce et alors que nous, dans le jardin, on le coupe, on le brûle. Alors tout ça, c'est la base. Tout ça, c'est la base de l'infusion que je vais faire.
Ça fait 14 ans que je taille et que je surveille ces niaoulis, à les protéger parce qu'on a du mal à les faire pousser. Hein. Donc maintenant, je m'en sers. Voilà, on va chercher. Je peux faire mon infusion pour traiter mes moustiques. Le plus possible, je prends les jeunes poussins. Et voilà. Qu'est-ce que ça sent bon. Regardez, il n'y a pas de moustiques. En un mois, j'ai traité. On n'a pas de moustiques, hein, les chiens. Puis maintenant, on va faire notre préparation. On fait la cueillette le matin et puis je le mets à mariner dans de l'eau une nuit et après le lendemain, je fais bouillir. Tout simplement, je le filtre et je remplis tous mes petits pulvérisateurs et je travaille avec. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne s'est pas rendu compte, mais c'est nous qui élevons les moustiques chez nous. Avec les paillages des plantes et l'arrosage automatique. Ah, les moustiques, ils adorent en été, hein, les pondre. Le gravillon, tout autour de la maison. Les bassins à poissons, même s'il y a des poissons dedans. C'est la folie, les moustiques qu'on est en train d'élever. Donc, les plantes, à partir de c'est une infusion, en fait, de plantes, qu'il suffit de pulvériser. Ça sent bon parce que vous rajoutez du basilic. Alors il faudra le changer, ce parfum. Ça peut être basilic et thym, ça peut être les agrumes, citron, orange et mangasseille. Et la fois d'après, ben, ça peut être que le basilic sauvage. Et il y a une plante que nous on appelle le langakali, qui a des petites fleurs comme ça et qui pousse dans vos îles. Partout en Calédonie, qui fleurit, qui sont très bons, que nous on utilise pour faire les colliers. Et ben je rajoute dedans, ça me parfume. Et c'est pour ça que quand on passe le produit, ça a une odeur de parfum de fleurs et les abeilles continuent à venir butiner les fleurs. Un jour vous faites avec le basilic pour parfumer, le lendemain vous faites avec les feuilles de citron, tout ce qui est agrumes. Mais vous avez toujours une plante que vous changez. Donc ça peut durer une semaine votre produit. Ce qui fait que le moustique ne pourra pas s'habituer. Ça change la vie. Les plantes nous redonnent le sourire avec ce produit. La nature est bien faite. Alors, les répulsifs sont des produits utilisés uniquement pour repousser les insectes, mais est-ce que tu peux nous parler des produits pour éliminer les insectes? Oui, Chloé, alors répulsif, donc pour repousser, et maintenant pour éliminer, on ne parle plus de répulsif, mais d'insecticides. Alors, dans les insecticides, il y a beaucoup de produits chimiques et ce sont principalement tout ce qu'on retrouve dans le commerce. Alors, les insecticides font partie de ce qu'on appelle les pesticides et ça a un impact sur la santé, il faut le savoir. Donc, ça peut provoquer des allergies, des irritations, des brûlures et même des problèmes respiratoires. Donc, à utiliser vraiment avec parcimonie et prudence. Et précaution. Ouais. Alors, comme pour les répulsifs naturels, donc, il y a une alternative. Au lieu d'utiliser les produits chimiques, on peut utiliser la nature. Alors, par exemple, pour les mouches, là, on va utiliser des petites bestioles, figure-toi, Chloé. Oui, d'autres animaux. On utilise des mini-guêpes. Alors, ces mini-guêpes, elles vont s'attaquer directement aux œufs de mouche. Donc, voilà, on tue vraiment dans l'œuf. Voilà. Ensuite, on va utiliser aussi des larves de coccinelles. Alors, elles peuvent manger les pucerons, donc on retrouve sur les plantes, voilà. On utilise la nature pour combattre la nature, tout simplement. On peut tirer profit de tout, voilà, dans la nature, aussi bien les végétaux que les animaux. Voilà. Merci beaucoup, Anna, pour toutes ces infos. On te retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Avec plaisir, Chloé, donc à jeudi tout le monde. Et nous, on rejoint Marie-Hélène pour la chronique Job et Éducation.
Le français est une langue difficile à apprendre car les règles de grammaire sont compliquées. Toutefois, nos voisins du Japon, de Nouvelle-Zélande ou encore d'Australie, amoureux donc de la langue, n'hésitent pas à se lancer dans l'aventure pour apprendre la langue de Molière. Bonjour Marie-Hélène, alors où est-ce qu'on peut l'apprendre le français? Alors bonjour Chloé et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors il se trouve Chloé qu'il y a un établissement public qui a été créé depuis 20 ans qui donc propose en fait un enseignement en langue en français, tout simplement, je ne vais pas dire langue étrangère, c'est pas le sujet, en français donc. Il s'agit donc du CREPAC et le CREPAC signifie, je vais y arriver, le Centre de recherche et d'échanges internationaux du Pacifique. Voilà, donc en fait, si tu veux, il faut savoir quand même que les cours qui sont dispensés là-bas sont complètement différents en fait des cours de français tels qu'on les imagine en fait. D'accord, donc en fait, ce sont plutôt des cours de conversation en fait? Eh bien oui, il y a de ça en tout cas. L'idée c'est quand même de converser donc en français, mais il y a un terme en fait spécifique qui est donc utilisé pour désigner ces cours, qui sont donc dédiés aux non-francophones. Il s'agit en fait de cours de français en langue étrangère qu'on désigne en fait par un sigle FLE. Et donc si tu veux, la différence c'est que l'enseignement du français en fait est privilégié pour justement transmettre des connaissances au niveau culturel, pour également, si tu veux, que les personnes qui travaillent, qui sont dans un secteur d'activité où ils ont besoin de s'exprimer en français, voilà, puissent parvenir à converser aussi. Et puis c'est également à but touristique, donc tu vois c'est un petit peu spécifique, l'enseignement est un petit peu différent, quoi. D'accord. Alors est-ce que les professeurs sont des professeurs de français? Eh bien là non, plus, parce que en fait ce sont des professeurs en fait en langue étrangère. Alors qui sont les personnes qui sont concernées justement par ces cours qui sont dispensés au CREPAC? Alors, pardon. Non, je t'en prie. Alors en fait, si tu veux, la vocation première du CREPAC, c'est tout d'abord donc de promouvoir en fait la francophonie donc dans la zone Pacifique. Donc tu te doutes bien que cela passe par l'enseignement donc du français. Et donc si tu veux, tous les scolaires sont concernés d'une part, donc ceux qui sont donc scolarisés en école primaire, les lycéens, les collégiens, mais également les adultes à partir de 17 ans jusqu'à aucune limite d'âge, on va dire. Donc tu vois, ça concerne pas mal de personnes. Et puis, il faut savoir que les jeunes qui viennent au CREPAC, en fait, sont présents dans le cadre de voyages scolaires. Voilà, donc ils viennent apprendre le français, c'est vrai, mais également découvrir aussi nos us et coutumes. Ils viennent pour découvrir un petit peu de la culture française, de la culture, effectivement, kanak. Bien évidemment, ils viennent également pour visiter le pays et puis s'immerger aussi au sein de notre vie, quoi. S'immerger au quotidien, donc en étant hébergés dans des familles d'accueil. D'accord, donc ils sont pris en charge? Eh bien non, figure-toi, puisque la prise en charge ne dépend pas de nous, elle dépend de leur pays d'origine. Donc voilà, il n'y a pas de budget en tout cas qui est alloué au CREPAC pour accueillir ces jeunes non francophones. D'accord. Et à l'Université de Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on peut prendre des cours en langue française? Il paraît que ça se fait effectivement, mais pour cela, il faut avoir un statut étudiant. Donc voilà pourquoi on retrouve d'autres publics au CREPAC en fait. Alors quelle est en fait la motivation de ces adultes qui prennent des cours? En fait, ce sont des adultes qui sont, par exemple, en année sabbatique, donc ils ont envie d'apprendre le français. Il y en a d'autres qui ont envie tout simplement de se familiariser avec la langue parce qu'ils sont en vacances et puis voilà, ça leur fait une occupation. Et puis il y a également des professionnels, comme je disais tout à l'heure, effectivement que la langue, elle est aussi enseignée dans un but professionnel. Donc il y a des chefs d'entreprise, par exemple, qui ont besoin justement d'apprendre le français, qui viennent aussi au CREPAC. Et puis, il faut savoir que les cours ont lieu tous les matins, à raison quand même de 15 heures par semaine. Ensuite, l'après-midi, ils sont libres pour vaquer à leurs occupations. Leurs occupations, d'accord. Alors, on l'a dit, ce sont des personnes qui habitent le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui viennent donc étudier le français au CREPAC. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui viennent d'ailleurs, d'autres pays? Eh bien oui, figure-toi qu'il y a également, si tu veux, des adultes qui viennent de Suisse et des États-Unis, pour citer justement un petit peu la provenance des élèves qui viennent au CREPAC. Mais il faut savoir qu'il y a également des résidents étrangers en fait, qui vivent donc en Calédonie parce qu'ils sont en couple avec des Français et qui veulent donc apprendre la langue, notre langue. Donc là, il y a plein d'origines diverses, Chloé. Il y a des Russes, il y a donc des Indonésiens, plus connus pour nous. Il y a également des Brésiliens, des Thaïlandais, des Argentins. Donc tu vois, pratiquement, tous les pays. sont représentés. D'accord. Alors, est-ce qu'ils sont hébergés sur place ou ils doivent se débrouiller autrement?
Alors pour les scolaires, ils sont donc hébergés bien évidemment dans des familles d'accueil. Pour les résidents étrangers, tu te doutes bien que voilà, ils sont chez eux, quoi. Hein. Donc l'hébergement concerne surtout les scolaires. Alors comme je le disais, ceux qui sont donc en famille d'accueil en fait sont donc soit lycéens, soit collégiens. Et puis pour les plus jeunes, en fait, c'est un hébergement à l'hôtel qui est donc préconisé. Hein. Mais il faut savoir que sur demande, il est quand même possible d'être hébergé à l'hôtel. Voilà. Après, c'est selon les desiderata des groupes, on va dire. Hein. Et puis, tu sais qu'ils accueillent quand même pas mal d'étudiants. Hein. Plus de 1000 étudiants donc, étaient venus au Crépac l'an dernier. Je trouve que c'est quand même assez conséquent. Important, oui. Oui. Et donc, en ce moment, figure-toi, nous avons des jeunes Australiens qui sont au pays. Voilà, Duke les a rencontrés. Donc, on va regarder de suite son reportage. Je m'appelle Itzel, je viens du Perth. C'est une ville à la côte ouest de l'Australie. J'apprends le français et je suis venue ici pour améliorer. On a le cours tous les matins. On a 3 heures de français et des fois on fait la grammaire, des fois on fait la prononciation. Autrefois, on lit des textes qui parlent de la culture kanak ou de comment le gouvernement et choses comme ça déroule en Nouvelle-Calédonie. Et aussi, on a appris de la géographie et comme les îles Loyauté, toutes les régions. Je trouve que la langue française, elle n'est pas vraiment phonétique. Donc, des fois, on ne sait pas comment prononcer les mots et comme aussi les voyelles nasales. On n'a pas le son du voyelle nasale en anglais. Donc, il faut bien faire des exercices. Mais notre prof nous enseigne. La fonction principale du Crépac, c'est de s'occuper de la promotion de la francophonie à travers différentes opérations. L'opération principale, c'est de donner des cours de français aux étrangers. Le Crépac est un établissement public territorial de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une émanation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors on a toutes sortes d'étudiants. Bon, principalement, les régions géographiques concernées, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon. Mais on reçoit aussi pas mal d'étudiants d'Asie du Sud-Est. On a quelques étudiants qui peuvent venir d'Europe, Suisse et parfois un peu États-Unis. Voilà. On va avoir des étudiants qui vont venir d'écoles, de groupes scolaires, collège, lycée, et aussi des étudiants qui viennent d'universités. Le groupe qu'on a ce matin, c'est un groupe d'étudiants universitaires. Et puis on peut avoir des cours d'adultes aussi, qui vont venir sur des périodes de 2 semaines, en cours intensifs. Et là, ça va de 17 à 77 ans. Je m'appelle Sally, je fais mes études à l'université de Western Australia, à Perth. Et j'ai mon majeur est dans l'informatique et mon deuxième sujet est le français. Et c'est pour ça que je suis venue pour améliorer mon français. Nous avons appris la coutume des Kanaks. Il y avait des sénats de les 8 R. Et ils sont venus et ils nous ont parlé de leurs coutumes. Ils avaient beaucoup d'humilité, oui, et ils ont envie de nous dire que c'est les paroles qui sont plus importantes pour eux, pas le mot écrit. Et ils ont expliqué un peu leur histoire. Et les différences entre leur vie et la vie des autres Calédoniens et leur inquiète pour l'avenir peut-être avec la modernité et leur jeunesse. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais quelles sont les choses dont tu as besoin? En fait, ce qu'on fait, c'est plutôt un cours à la carte.
C'est-à-dire que les étudiants viennent avec souvent des problèmes qu'ils ont. Ils ont étudié en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon. Ils ont peu l'occasion de parler et de pratiquer le français. Et en fait, la connaissance du français qu'ils ont est assez livresque et en fait pas très pratique. Et quand ils viennent ici, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de connaissances, mais souvent ils n'arrivent pas à relier ces connaissances les unes avec les autres. Alors nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on leur permet justement de faire le lien entre tout un tas de connaissances qu'ils ont sur le français et de les mettre en pratique et de voir à quel moment on va utiliser ces connaissances-là et à quel moment on ne va pas les utiliser. Qu'est-ce qui fait qu'une phrase qui peut être grammaticale dans un livre de grammaire ne sera pas concrètement utile dans la vie quotidienne. Avec les universitaires, il y a des demandes supplémentaires. On leur demande souvent de faire un parcours de découverte de la Nouvelle-Calédonie. À ce moment-là, on va faire venir des intervenants. C'est un peu plus élaboré. On aura un cursus parce que les étudiants ont des thèmes sur lesquels ils doivent rédiger des rapports. Donc on va avoir un cursus en fonction de ces thèmes-là. Je m'appelle Mohib, je suis étudiant de la linguistique et le français. Maintenant, j'étudie à Kraipak, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Ce matin, nous sommes allés au Sénat coutumier pour apprendre quelque chose de ce rôle dans le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Et c'était une expérience très intéressante. Nous sommes allés dans la case où nous avons appris de le rôle de la case dans la culture kanak. Relation d'objet indirect. Ah d'accord. Oui, mais quelquefois on ajoute toujours des... What do you understand globally? Si je dis, est-ce que tu as du temps? Tu as du temps? Oui. Au niveau pédagogique, on essaie de faire nous-mêmes notre matériel. On utilise peu le matériel fait en métropole parce qu'il représente peu la réalité calédonienne. Donc on préfère, nous, développer notre propre matériel. Et comme notre pédagogie est beaucoup axée sur l'expérience des étudiants, en fait, on a peu besoin des manuels. Et on va bientôt mettre en place des cours par Skype. On a eu souvent cette demande des étudiants qui viennent ici, qui ont apprécié notre manière de travailler et qui veulent continuer à pouvoir parler en français avec leurs professeurs. Et comme cette demande est assez fréquente, on va essayer de mettre ça en place très prochainement. Pour moi, les avantages pour venir ici en Kraipak sont qu'on reste avec une famille d'accueil et on s'insère dans leur vie quotidienne. L'idée, quand on fait venir des étudiants comme ça, l'idée, quand ils viennent, ce n'est pas simplement de faire du français en classe, parce qu'on retombe un peu dans le même problème, c'est de leur proposer vraiment une immersion complète avec accueil en famille. Et ça marche très bien, les étudiants en règle générale sont très contents. Dans les familles, ils vont découvrir un certain mode de vie, ils vont parler français la plupart du temps. Bon, des fois, ils ont besoin d'un petit peu d'anglais, mais la plupart du temps, ça va être en fait le français utilisé en famille. The still of the night, as I gaze from my... Alors finalement, il y a pas mal de séjours linguistiques qui sont organisés avec les pays de la zone Pacifique. Oui, hein. Donc on en a parlé récemment, on l'a vu avec Fidji et les élèves du collège de Canala. On l'a vu également avec le Japon et les différents programmes de coopération qui existent entre les collèges du Grand Nouméa, de la Foi et de Bouraï. Oui, c'est vrai, hein, les jeunes voyagent de plus en plus. De notre temps, on ne voyageait pas autant dans le cadre scolaire. Donc, vous avez bien de la chance, en tout cas. Donc, on se doute bien que ce qui est bien quand on voyage dans ce contexte-là, c'est que voilà, le programme il est bien concocté pour qu'on acquiert un maximum de connaissances. Et puis, c'est aussi tout bénef pour notre culture générale. Donc, on prépare les jeunes à acquérir une bonne culture générale. C'est sympa. Alors, est-ce qu'après avoir suivi les cours de français langue étrangère, on obtient un diplôme ? Alors pour les scolaires, si tu veux, il y a un certificat de présence en fait qui est délivré. En revanche, ce certificat n'est pas forcément, si tu veux, reconnu dans tous les établissements donc des pays d'où viennent tous ces jeunes. S'il est reconnu par l'établissement scolaire, et ben figure-toi que ça leur donne en fait des petits points d'avance. On parle de crédit, tu sais, de crédit d'enseignement, voilà, qui leur sont délivrés, voilà, pour la poursuite de leur cursus scolaire. Ensuite, si tu veux, il y a un diplôme qui est délivré via le Kraipak.
Alors 2 fois par an, voilà, il y a donc ces sessions qui sont donc organisées. Il s'agit donc du diplôme TCF pour test de connaissance du français. Alors il y a différents en fait diplômes, Chloé. Il se trouve que selon le projet en fait que l'on souhaite concrétiser, il y a donc un diplôme bien spécifique. Je vais donc vous donner quelques détails. Il y a donc le TCF tout public. Il y a donc également le TCF DAP pour demande d'admission préalable pour justement entrer dans une université et donc pour faire valoir, si tu veux, son niveau en langue. Donc là, c'est pour des études supérieures. Ensuite, il y a également le TCF ANF pour acquisition donc, de la nationalité française. Et puis, pour ceux qui veulent poursuivre ou vivre au Québec, figure-toi qu'il y a également un TCF Québec. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'une suite est donnée à tous ces échanges scolaires? Au CREPAC, non, il n'y a rien qui est prévu en fait. Tout dépend d'une démarche personnelle. Bon, il y a des étudiants par exemple qui sont venus, qui reviennent, et puis ceux qui étaient hébergés dans les familles d'accueil, voilà, maintiennent le lien. Exactement, avec les correspondants, quoi, comme on les appelle. D'accord, très bien. Et pour terminer, on va faire un petit point sur les différentes formations qui sont proposées en ce moment. Alors, dans le secteur de l'agriculture, il est possible de suivre 2 formations agricoles en apprentissage. Alors oui, ça concerne donc les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, voilà, qui souhaitent suivre une formation dans le secteur en alternance, puisqu'il s'agit en fait donc d'une partie des cours en entreprise, enfin d'une partie des cours plutôt en centre d'apprentis, et puis le reste de l'apprentissage en entreprise, voilà. Donc la durée de ces formations-là donc est de 2 ans. Il s'agit donc du CAP agricole production horticole, et puis du CAP agricole travaux paysagers. Donc il faut savoir que la capacité d'accueil, Chloé, de ces 2 formations est de 14 places, et il reste pas mal de places. Pour le CAP, par exemple, agricole, production horticole, il reste 13 places. Et puis, pour le CAP agricole, travaux paysagers, il reste quand même 12 places. Donc, voilà, les inscriptions peuvent encore se faire jusqu'à fin avril. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Alors, où est-ce qu'on peut se renseigner, justement? Alors, il faut donc se rapprocher des différentes antennes, on va dire, dédiées à l'emploi et à la formation. Donc, si vous habitez au nord, vous allez vous rapprocher donc, des antennes des missions locales d'insertion des jeunes. Il y en a pas mal. Je vais citer les communes, Chloé, si tu veux bien. Il y en a donc à Canala, à Koné, Kouma, Kouégua et Pointe-Dimier. Aux Loyautés, il va falloir se rapprocher de l'EPFIP, de l'établissement provincial donc de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle. Il y a donc des antennes, me semble-t-il, sur les 3 îles. C'est ça, à Lifou, Marais et Ouvéa. Et puis, si on habite le sud, Chloé, on va se rapprocher des différentes antennes donc des missions d'insertion des jeunes, et puis des antennes aussi donc de la CCI, de la Chambre d'agriculture, et puis également de la Chambre des métiers. Voilà. D'accord. Alors, le dossier de candidature est à retirer au point apprentissage. Exactement, tout à fait. Il faut donc les appeler au 24 69 49 si vous avez besoin d'avoir des renseignements avant de vous y rendre. Il faut savoir aussi que l'accueil se fait du lundi au jeudi de 8h à 16h. Et puis il y a un petit mail, Chloé, pour ceux qui veulent envoyer un petit mail ou qui habiteraient loin aussi. Là, vous écrivez donc à l'adresse suivante, contact@apprentissage.nc. Et puis il y a également le site internet, Chloé, de la CCI qui est bien fait et qui permet aussi de suivre l'évolution, si tu veux, des formations. Exactement, de savoir s'il reste ou pas de la place. Donc l'adresse étant la suivante, www.cci.nc. Voilà, c'est tout pour moi. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Avec plaisir. Au revoir. Alors, c'est la fin de cette émission, mais avant ça, j'ai un petit message à vous communiquer. Alors, nous sommes donc le mardi 3 février. Aujourd'hui même va se dérouler un exercice organisé donc par la direction de la sécurité civile, un exercice d'alerte tsunami. Donc, rassurez-vous, pas de panique, c'est bien un exercice. Si vous tombez par hasard sur un message d'alerte ou bien un ordre d'évacuation, pas de panique, c'est un exercice. Voilà, l'info, j'espère que l'info est bien passée, que tout le monde a bien pris note. Et moi, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve dès demain.